Bonsoir à tous et bienvenue dans Planète Info. Ce soir, exceptionnellement, l'émission n'est pas consacrée aux enjeux environnementaux, mais à la situation en Israël et dans la bande de Gaza. Au moins 800 morts en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi. Plus de 600 morts dans la bande de Gaza. Une centaine de personnes sont otages du Hamas. Et pour ce qui concerne les ressortissants français, 2 d'entre eux sont décédés. 14 sont toujours non localisés selon le Quai d'Orsay. Ce soir, Benjamin Netanyahou s'est exprimé, le Premier ministre israélien. Un discours court mais offensif. Nous allons vaincre, a-t-il dit. On va en parler de cette situation avec nos invités et avec notre journaliste Marie Mamdjouglou. Bonsoir Marie. On est également avec Yigal Palmor, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, directeur des relations internationales de l'Agence juive pour Israël. Vous êtes en Israël, à Jérusalem. Vous nous ferez part de la situation sur place dans un instant. Younes Belfella est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Enseignant-chercheur à l'université Paris 8 et directeur du MedFocus Think Tank. On va faire le point, si vous le voulez bien, dans un instant. Mais avant, on va écouter un extrait du discours de Benjamin Netanyahou. On l'écoute. Nous combattons pour notre maison, pour la survie de notre existence, et nous allons réussir. Cette guerre nous a été imposée par des personnes immondes qui se réjouissent de la mort de femmes. Les horreurs que le Hamas a faites, nous ne les avons pas vues depuis les horreurs de Daesh. Yigal Palmor, je le disais il y a un instant, Benjamin Netanyahou qui a prononcé un discours très court mais qui a été très offensif. Israël, les Israéliens ont besoin de ça aujourd'hui, d'un discours de ce genre? Oui, bien sûr. Il faut comprendre que ce que le Hamas a fait, ce n'est pas juste un autre attentat comme les autres. Si j'ose dire, ils ne sont jamais comme les autres. Ils sont toujours terribles, mais on en a connu des attentats, on a connu des attaques à la frontière, on a connu beaucoup de choses. Mais ce que l'on a vu, la barbarie, la sauvagerie qu'on a vu, des gens, des civils massacrés dans leur lit, dans leur maison, des femmes et des enfants tués, égorgés, des corps désacralisés, des civils raflés à Gaza. Tout ça, on n'a pas vu, on n'a jamais vu. C'est vraiment une sorte d'assaut à la Daesh. C'est du Daesh ce qu'on a vu. Et en fait, le coup et le choc ressenti par la population est tellement terrible qu'on met de gauche les différences entre gauche et droite, entre opposition et gouvernement. Vous savez que la situation politique était très, très délicate et très tendue avant que cela ne se produise. Eh bien, aujourd'hui, toute la population est soudée derrière l'armée, derrière le gouvernement, dans son effort de frapper le Hamas et de riposter très, très fort. Donc oui, un discours musclé, c'est exactement ce à quoi la population s'attend. Et surtout, pas un discours, mais une action musclée. Oui, on reviendra sur l'action dans un instant parce qu'on aura l'occasion d'en reparler sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui est annoncé ou prévu. Younes Belfella, quel regard vous portez, comment vous analysez, vous, ce discours et notamment ces quelques phrases qu'on a entendues du Premier ministre israélien? Bon, déjà, Benjamin Netanyahou, c'est un très bon communicant. Donc, il est en train de rassurer la population israélienne. Il y a un discours, là, il y a un aspect politique très important qui montre un petit peu l'union de cette société qui est effectivement fragilisée, divisée récemment. On a vu des problèmes politiques entre la droite et la gauche concernant la réforme constitutionnelle et judiciaire. On a vu des problèmes entre les religieux et les laïcs. Et on a vu aussi un grand problème, un dysfonctionnement de l'appareil sécuritaire entre les 3 appareils de renseignement, le Shabak, le Mossad et l'Aman. Et donc, effectivement, il y a aussi un discours aussi de guerre qu'on doit prendre en considération. C'est-à-dire, maintenant, c'est l'honneur, on va dire, de l'armée israélienne qui est en jeu. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison, je dirais, le plan militaire israélien, il est très clair. Il y a un plan d'une opération terrestre qui est en train de se préparer. L'objectif, c'est de redorer le blason à l'armée israélienne face à cette tragédie. Mais effectivement, ce qui est nouveau normalement dans ce discours, c'est la phrase de Benjamin Netanyahou de dire que la donne va changer dans le Moyen-Orient. Effectivement, c'est un indice qui est très important qu'on doit prendre en considération. Ça rejoint déjà l'envoi américain de ce porte d'avions. Ce n'est pas certainement pour combattre le Hamas, mais on sait parfaitement que c'est une guerre par proxy vis-à-vis de l'Iran. C'est une guerre qui a pris
eu beaucoup de configurations ou plusieurs configurations les dernières années. C'est-à-dire il y avait une guerre de renseignement, des guerres de désinformation médiatique, des attaques, des cyberattaques, on va dire. Mais là, actuellement, on est face quand même à une guerre avec une nouvelle configuration. Il faut rappeler quand même qu'il y a des grandes différences militaires entre le Hamas et Israël. Et là, face à cette, je dirais, guérilla, parce que quand même, le mode opératoire du Hamas, c'est une organisation terroriste qui sait parfaitement comment gérer ce genre de guérilla. Son objectif, il était réalisé par la prise d'otage d'un certain nombre d'Israéliens. Et donc, effectivement, la riposte israélienne, il est en jeu. Alors, on va parler, avant de revenir sur les tactiques des uns et des autres, avant de revenir aussi sur les conséquences au niveau international et les implications de ce qui est en train de se passer en Israël et dans la bande de Gaza. On revient sur la situation des civils, la situation des Israéliens, d'abord à Tel Aviv, notamment. C'est là que se trouve notre envoyé spécial, Lise Vogel. Quelle atmosphère, Lise, ce soir, à Tel Aviv, 3 jours après cette attaque meurtrière du Hamas? Des missiles qui sont tirés depuis la bande de Gaza en direction d'Israël et notamment aujourd'hui en direction de Tel Aviv et de sa région. D'ailleurs, l'un de ces missiles est tombé autour de l'aéroport international de Tel Aviv, l'aéroport Ben Gourion. Ces bruits proviennent aussi pour beaucoup du bouclier antimissile, le fameux dôme de fer israélien qui intercepte en fait la plupart de ces missiles. Mais évidemment, cela crée une ambiance tout à fait particulière et ce soir à Tel Aviv, il n'y a que le bruit de ces grondements et également celui du va-et-vient incessant des hélicoptères que l'on voit passer continuellement à côté de nous et aller en direction du sud, en direction de la zone de combat. Tel Aviv, c'est la ville qui d'ordinaire ne dort jamais, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Et je peux vous dire que ce soir, c'est une ville fantomatique. Il n'y a personne autour de nous, personne sur cette promenade du bord de mer d'ordinaire très fréquentée. Les rues sont quasiment désertes, sur la route, aucune voiture. Les restaurants sont fermés, c'est donc une ambiance vraiment étrange. Il y a des panneaux qui indiquent un peu partout la direction des abris et on le sait, on l'a entendu en discutant avec des habitants, avec l'intensification des combats autour de la bande de Gaza, chacun ici se prépare à devoir descendre aux abris. C'est donc un petit peu une ville qui retient son souffle ce soir en espérant pouvoir passer une nuit normale, mais en même temps en se préparant à descendre à chaque instant dans ces abris souterrains. Voilà pour la situation à Tel Aviv. Yigal Palmor, vous êtes à Jérusalem. Comment ça se passe pour vous à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous entendez des bruits particuliers? Est-ce que ça a été le cas tout au long de la journée? Est-ce que vous pouvez d'un instant à l'autre descendre dans un abri? Oui, tout à fait. Oui, dans mon immeuble, il y a un abri et puis on entend les sirènes d'alarme. On a entendu les sirènes 3 fois dans la journée. 3 ou 4 fois, on est tous allés aux abris. Il y a eu des détonations. On a entendu le dôme de fer intercepter des missiles qui venaient de Gaza. Et il paraît que 1 ou 2 sont tombés pas très loin de mon quartier. Et puis, pour cette nuit, on se prépare aussi à une conflagration dans le nord, puisqu'il y a eu une tentative d'infiltration d'un certain nombre de terroristes. Ce n'était pas un assaut massif comme par le Hamas, mais il y a eu des tirs de mortier du Hezbollah, il y a eu une tentative d'infiltration par une petite unité de terroristes. 3 terroristes du Hezbollah sont morts et on se prépare à une possible riposte du Hezbollah par des missiles. Donc les gens sont inquiets, ils se préparent, ils préparent toutes les éventualités possibles, ils préparent un petit sac avec des bouteilles d'eau et des choses qui pourraient leur permettre de passer la nuit dans l'abri si le cas était nécessaire. Donc voilà, inquiétude, tension, mais aussi on voudrait voir l'armée réussir dans ce qui est une entreprise qui devrait mettre fin, une bonne fois pour toutes, à toutes ces attaques par missiles et par d'autres moyens sur les civils israéliens. Il y a la situation que vous venez de décrire, la vôtre, notamment
celle des personnes qui habitent à Jérusalem. On entendait Tel Aviv aussi, et c'est comme ça sur une bonne partie du pays. Et puis il y a les personnes qui sont décédées, au moins 800 morts. C'est ce qu'a annoncé ce soir. C'est un nouveau bilan revu à la hausse, annoncé ce soir par Israël. Plus de 2000 blessés. S'ajoute à cela les personnes aussi dont les proches n'ont pas de nouvelles. Une centaine de personnes qui pourraient être détenues, faites prisonnières par le Hamas, on le disait. Le Hamas qui dit on tuera ces prisonniers, ces otages, si Israël continue de bombarder la bande de Gaza. On va faire le point en images avec Valérie Lerouge et on va en parler ensemble juste après. Ils s'appellent Ben Shimoni, Céline Ben David Nagar, Ohad Ben Ami ou Ilan Avraham. Leur visage hante Israël aujourd'hui. Ils font partie de la centaine de personnes toujours portées disparues, probablement détenues en otage par le Hamas. Depuis 3 jours, le père de Noah vit dans l'angoisse. Il a vu une photo de sa fille sur Internet. Elle semble retenue dans un lieu inconnu. Il n'a plus aucune nouvelle. Je suis tellement triste, elle est mon enfant unique. Parmi les disparus, 14 Français, dont Céline. Cette jeune mère de 32 ans se rendait à la rave party samedi. Son portable ne répond plus depuis. Son cousin installé à Montpellier scrute tout ce qu'il trouve sur les réseaux sociaux, mais se sent totalement démuni. Là, il y a une impuissance totale. Là, il y a aucun repère sur quoi se poser. On a l'impression d'être du coup seul. C'est horrible à dire, mais on aurait presque aimé retrouver son corps sans vie, parce qu'on se dit que à ce moment-là, ça sera arrêté plus rapidement et plus facilement. Étant donné que là, on ne la retrouve pas, on s'imagine tout de suite qu'elle a été kidnappée. Ceux qui ont pu avoir leurs proches au téléphone samedi en plein chaos racontent un échange terrifiant. Elle m'a appelée et m'a dit « Maman, on a été bombardés. Ils nous ont tiré dessus. La voiture a été touchée, on ne peut pas conduire. Tout le monde est blessé ici. » Ils étaient 4 enfants, enfin 23, 25 et 30 ans. Ils ont tous été touchés. Ils saignaient et elle m'a dit « Maman, aide-nous !» La plupart des otages seraient retenus à Gaza, actuellement sous le feu de l'armée israélienne, sans discontinuer depuis 24 heures. Le Hamas menace ce soir de tuer des otages en représailles et de diffuser les images. Younes Belfella, cette menace du Hamas ce soir qui dit on tuera des otages si Israël continue de bombarder la bande de Gaza. Je peux dire que c'est une menace de négociation, parce que ce qui était important dans cette opération pour le Hamas, c'était ce grand nombre de prises d'otages qui peut représenter une carte de négociation par la suite pour libérer des Palestiniens. Même si eux disent, pour l'instant, on ne négociera pas avec Israël. Oui, mais c'est le mode de négociation, donc il faut jouer sur les rapports de force et sur la pression. Mais ils ont contacté le Qatar qui a annoncé clairement qu'elle peut représenter un rôle de médiation dans ce genre de négociation. Il faut rappeler aussi on se rappelle de l'histoire du soldat Khalid Shalit qui était un franco-israélien d'ailleurs et qui était détenu dans des négociations pendant 5 ans. En contrepartie, il y avait une libération de 1027 Palestiniens, dont le dénommé Yahya Senwar, qui est actuellement l'état-major militaire de cette opération du Hamas. Donc forcément, c'est une opération de grande envergure pour le Hamas et elle va jouer par cette carte parce qu'elle sait parfaitement qu'elle peut être aussi une carte de pression politique en interne en Israël. On sait parfaitement la situation maintenant de ce gouvernement israélien qui doit présenter énormément de justificatifs et également de promesses à la population israélienne concernant ce dossier en particulier. Bon, je crois qu'il y aura des contacts aussi avec d'autres pays qui peuvent jouer un rôle de médiation. Il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, qui sont des pays qui sont aussi des très bons contacts avec les réseaux palestiniens. Mais c'est une opération qui risque de durer longtemps. Donc le développement de cette opération militaire, il est très important. Donc pour cette raison, je crois que même dans l'opération militaire israélienne, il n'y a pas seulement l'enjeu de faire une opération terrestre classique, parce qu'on n'est pas sur une guerre conventionnelle classique, on est sur une guerre hybride. Et donc le mode opératoire doit prendre en considération ce facteur. Yigal Palmor, sur la question de ces personnes qui sont otages du Hamas, vous avez entendu l'analyse à l'instant de Younes Belfella. Vous nous disiez tout à l'heure, les Israéliens attendent quelque chose de l'armée, que l'armée israélienne fasse son travail en quelque sorte. Est-ce qu'elle peut le faire à tout prix et quel qu'en soit le coût, c'est-à-dire notamment que des otages peut-être soient tués, notamment 4, comme l'a annoncé le Hamas, dans des actions d'Israël dans la bande de Gaza ?
Alors justement, c'est le grand dilemme auquel fait face le gouvernement israélien. Il n'y a pas de bonne solution dans ce conflit. Il n'y a pas de bonne solution. Soit le gouvernement décide de frapper très fort le Hamas de manière à le dissuader de répéter ce qu'il a déjà fait, de répéter, de commettre ce genre de crime. Et à ce moment-là, il faut frapper très très fort. Soit on privilégie la libération des otages, forcément par la négociation, une négociation qui pourrait s'entamer par la médiation de l'Égypte, du Qatar ou de je ne sais plus qui. Mais on ne peut pas faire les deux, parce que si on frappe très fort le Hamas à Gaza, il y a évidemment un risque très, très clair pour la vie des otages. Et donc, dans ce cas, le gouvernement doit décider entre deux objectifs. Il doit en choisir un. Il ne peut pas avoir les deux. Et quel que soit son choix, il sera mauvais. Il sera mauvais aux yeux de l'opinion, il sera mauvais dans l'absolu, parce que soit il y aura une action extrêmement musclée de l'armée, soit il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de réponse à ce qu'a fait le Hamas, et on libérera des otages, on libérera en échange des otages des milliers de terroristes comme Yahya Sinwar, qui est, comme vient de le dire M. Mefela, il est maintenant le chef d'état-major du Hamas, donc des terroristes extrêmement dangereux. Il n'y a pas de bon choix. Et donc, il faudra faire quand même un choix à un moment donné. Et il ne faut pas envier les décideurs israéliens en ce moment qui doivent décider entre une mauvaise option et une autre qui pourrait être pire. Est-ce que ce soir, en Israël, vous avez la confirmation du décès de ces 4 otages dont a parlé le Hamas ? On n'a aucune confirmation. On n'a absolument rien, aucune information sur le sort des otages, les conditions dans lesquelles ils seraient détenus, leur nombre concret, leur état physique ou psychologique. On n'a rien du tout, parce que comme dans le passé, le Hamas, comme le Hezbollah, n'a jamais donné accès aux otages à la Croix-Rouge internationale ou au Croissant-Rouge international ou à une quelconque organisation humanitaire. Il les maintient dans l'obscurité absolue et on ne sait rien de leur sort aujourd'hui. On va parler, si vous le voulez, un instant de ce qui a été exprimé par une partie de la communauté internationale sur la situation actuellement, et notamment par les mots d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé tout à l'heure depuis Hambourg lors d'une rencontre franco-allemande. Je vous propose de l'écouter et on en parle juste après. L'Allemagne et la France se tiennent en effet ensemble aux côtés du peuple israélien dans ce moment tragique. La lutte contre le terrorisme est une cause commune que nous continuerons de porter avec Israël et tous nos alliés et partenaires internationaux. Rien ne la justifie, rien ne l'explique. Younes Belfella, comment vous analysez cette prise de parole-là et puis toutes les réactions qu'il y a eu en Europe, notamment aux États-Unis aussi, de soutien à Israël ? Non, je crois que c'est tout à fait normal. On est face quand même à une tragédie avec un coût humain qui est très élevé et forcément également le Hamas était aussi une organisation qui était catégorisée comme étant une organisation terroriste par la majorité des pays occidentaux. Donc ce qui fait que je suis pas surpris par les déclarations. Par contre, je critique le fait qu'il n'y a pas une initiative européenne par rapport à cette cause palestinienne. Moi, ce que je critique, c'est que ça fait quand même au moins une décennie où la cause palestinienne n'est plus une priorité de la communauté internationale. D'ailleurs, c'était même pas la priorité pour certains États arabes, parce qu'il y avait le printemps arabe. Après, on s'était intéressé à d'autres dossiers, la guerre en Ukraine, le Sahel, le Haut-Karabakh. Donc, ce qui fait qu'il y avait une négligence de ce dossier. La bande de Gaza représentait toujours une bombe à effet de retardement pour Israël. Vous avez 2 millions de personnes qui vivent dans un embargo, kidnappées par le mouvement de Hamas, avec une ingérence très très forte, une influence de l'Iran. Forcément, je crois qu'on est en train de payer le coût de fautes et d'erreurs politiques. Mais ce ne sont pas les 2 millions de personnes qui se trouvent dans la bande de Gaza qui ont décidé de cette attaque, c'est le Hamas. Ce sont deux entités différentes. Moi, je parle de la communauté internationale et principalement des États-Unis qui a fait avec Biden un désengagement total de cette région. L'Union européenne n'a pas présenté un poids d'influence sur cette région.
même pour la politique israélienne, c'est-à-dire pour Benjamin Netanyahu, le fait de faire des accords de normalisation avec les pays arabes, pour lui, c'était la solution pour trouver des issues à la cause palestinienne. Ben non, actuellement, on voit clairement qu'on est face à un grand problème. Et n'oubliez pas quand même qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui est actuellement une autorité sans pouvoir, qui est dirigée par un homme qui dépasse les 90 ans, qui est une autorité impopulaire, qui est une autorité qui est critiquée par la corruption. Donc, ce qui fait que forcément, on est face à un vide politique. Ce qui manque actuellement, c'est un processus de paix politique. Mais, et bien évidemment, je crois que l'Iran, il a bien profité de cette situation. Maintenant, bien sûr, il y en a d'autres risques parce que effectivement, l'armée israélienne se focalise actuellement sur la bande de Gaza. Il ne faut pas oublier le front du Nord, là où il y a le Hezbollah, il ne faut pas oublier la Cisjordanie. Tout ça, ce sont des bombes à effet de retardement et on est face à un risque de diffusion de cette guerre sur d'autres territoires. Yigal Palmor, votre réaction à ce qui vient d'être dit par Younes Belfella à l'instant, et notamment sur cette question d'une issue politique qui n'a pas été trouvée auparavant. Oui, je crois que l'issue politique a été perdue pour longtemps, en 2006, lorsque le Hamas s'est saisi de la bande de Gaza par un coup d'État, en se débarrassant de l'autorité palestinienne manu militari. Personne n'a vraiment réagi. Et il n'était pas question pour Israël à ce moment-là, évidemment, d'intervenir militairement, mais il était évident qu'à partir de ce moment-là, le Hamas allait s'incruster à Gaza, il allait tenter de refaire le même coup en Cisjordanie. Il fallait absolument assister l'autorité palestinienne à maintenir son pouvoir en Cisjordanie. Après, évidemment, comme l'a dit M. Belfella, évidemment, il y a eu d'autres intérêts régionaux. Il y a eu le printemps arabe, la guerre en Syrie, Daesh en Syrie et en Irak, et puis les accords d'Abraham et la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de choses et Gaza a été laissée, abandonnée à son sort. Elle est devenue le problème des Palestiniens. Gaza, sous le Hamas, est devenu le problème des Palestiniens, un problème qui n'a pas permis l'unité palestinienne et la poursuite des négociations avec Israël, la décrédibilisation totale d'une possibilité de deux États. Et puis, du côté israélien, la perte de toute confiance dans un avenir de paix avec les Palestiniens à cause justement de la montée en puissance du Hamas. Est-ce que vous attendez, vous, quelque chose d'une rencontre téléphonique qui doit avoir lieu ce soir entre le président français, le chancelier allemand, Joe Biden, le président américain, et le Premier ministre britannique? Ils vont aborder ce qui se passe dans la région, mais est-ce que, d'après vous, ce genre de discussion aujourd'hui est utile pour Israël, pour la situation dans la bande de Gaza? Écoutez, la discussion en soi, non, mais en ce qu'elle pourrait avoir d'influence sur un soutien international, un véritable soutien concret à la lutte contre le terrorisme islamique. Là, oui, si des mesures concrètes sont prises par des pays influents pour combattre le terrorisme islamique, et pas seulement à Gaza, mais dans toute la région, là, ça pourrait peut-être avoir des effets positifs à long terme. Il s'agit d'une lutte dans laquelle il faut se montrer très patient et très déterminé, parce qu'on ne va pas se débarrasser des terroristes du Hamas ou du djihad islamique ou des autres groupes intégristes par un coup de baguette magique. Il va falloir un effort concerté, concentré de la communauté internationale pour y parvenir. Et est-ce de cela qu'il sera question ce soir? Je n'en sais rien, mais il faut l'espérer. Younes Belfella, est-ce qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas, cette attaque meurtrière qu'on a vue samedi et tout ce qui en découle jusqu'à aujourd'hui, ça dépasse la situation d'Israël et du Hamas et de la bande de Gaza? Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne doit pas analyser la situation d'aujourd'hui avec le même logiciel de la guerre de Kippour en 1960. C'est-à-dire, parce que j'ai entendu beaucoup de simulations dans les médias qui parlent... Bon oui, il y a du symbolique par rapport à la date, peut-être le timing, le choix du... Le point commun des renseignements aussi. Le point commun de renseignements. Mais les alliances ont beaucoup changé entre les deux dates. Actuellement, on a un axe d'alliance arabo-israélien contre l'influence iranienne dans cette région. Et Israël, elle a normalisé ses relations officiellement avec 6 pays arabes et officieusement avec d'autres pays. Normalement, il y a aussi des négociations avec l'Arabie saoudite qui représentait quelque sorte le symbole de l'islam dans cette région. Mais il y a aussi un grand changement, c'est que
et par rappel de l'histoire, les 2 premiers pays de la région qui ont reconnu l'indépendance d'Israël en 1948, c'était la Turquie et l'Iran. Actuellement, ce sont des pays qui sont dirigés par des islamistes. Donc ça montre clairement la nouvelle configuration et les alliances qui sont en train de se dessiner. Il faut rappeler cette alliance qui se voit actuellement. Le Hamas, c'est un mouvement qui appartient à la confrérie des frères musulmans sunnites, allié avec l'Iran chiite et si proxy dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance en Irak, en Syrie et dans les territoires palestiniens. Et effectivement, on est face à un game changer dans ce déroulement de guerre d'influence au Moyen-Orient, peut-être à un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se dessiner à travers ce genre d'alliance. Pour cette raison, on peut avoir des négociations politiques, on va avoir peut-être un exercice de dissuasion, d'influence. La grande, je dirais, crainte actuellement, c'est de voir une guerre entre Israël et l'Iran. Et c'est ça l'image, on va dire, qui peut être vraiment un effet déclencheur d'un grand changement dans cette région. Alors avant de parler de cette possible guerre qui pourrait avoir d'autres facettes si d'autres acteurs entrent concrètement dans la guerre, on va aller voir ce qui se passe à Gaza, la bande de Gaza précisément, qui a recensé plus de 600 morts selon le dernier bilan communiqué par les autorités locales. Gaza et la bande de Gaza qui sont soumises à un siège complet qui a été décidé à la mi-journée par Israël en réponse à l'attaque meurtrière de samedi. On fait le point avec Stéphanie Pérez et on en parle juste après. Des chars d'assaut israéliens qui se positionnent le long de la frontière avec la bande de Gaza. Et des dizaines de soldats suréquipés qui se préparent en attendant les ordres. L'État hébreu resserre son étau sur l'enclave palestinienne. Toute la journée à Gaza, une épaisse fumée au-dessus des bâtiments. Des frappes continuent. 500 la nuit dernière, des cibles liées au Hamas selon les autorités israéliennes qui communiquent ces images. Le ministre de la Défense ordonne aujourd'hui le siège complet de la bande de Gaza. Pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau, tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Des menaces qui interviennent alors que dans les décombres, les habitants de Gaza continuent de compter leurs victimes. Gaza, surpeuplée, très pauvre, dépend des importations de biens alimentaires, de carburant, de médicaments. Les points de passage des marchandises sont déjà sévèrement contrôlés par Israël. Ces dernières heures, Tsahal dit avoir bombardé les tunnels qui permettent aux Palestiniens de sortir clandestinement. Puis la tour de télécommunications, les réseaux téléphoniques et Internet fonctionnent difficilement. Le siège de Gaza, les médecins le redoutent dans cet hôpital qui accueille depuis samedi des centaines de blessés, dont de nombreux enfants. On manquait déjà de nombreux médicaments essentiels. Si on nous prive de carburant et si on nous coupe l'électricité, on ne pourra pas travailler ni mener les opérations chirurgicales. La riposte se poursuit ce soir, avec toujours la même intensité. Les organisations humanitaires s'alarment face au spectre d'une aggravation de la crise humanitaire à Gaza. Younes Belfella, ce siège complet décidé par Israël sur la bande de Gaza, au final, qui en souffre, le Hamas ou la population de la bande de Gaza ? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu de la guerre pour le Hamas, c'est jamais la population. C'est-à-dire le coût humain pour eux, ça rentre pas dans les calculs des. Même si ce sont des Palestiniens. Ah non, mais bien sûr, parce qu'on a eu des expériences. C'est-à-dire, par exemple, en 2009, il y avait 51 jours de guerre, mais entre 2009 et 2023, le Hamas devient plus fort. Le mode opératoire du Hamas, c'est le fait de faire des attaques offensives sans prendre en considération, effectivement, la facture humaine, parce que de toute façon, il y a toujours l'idéologie des martyrs, etc., qui est mobilisée dans ce genre de discours. Donc, pour cette raison que actuellement le Hamas, son enjeu, c'est un enjeu politique. C'est le fait de dire qu'on est l'acteur politique principal de la cause palestinienne, c'est de gagner de la légitimité, de la crédibilité auprès de l'opinion publique palestinienne et de l'opinion publique arabo-musulmane. Et deuxièmement, c'est de se présenter en tant qu'acteur qui peut vraiment mener des négociations. Il faut rappeler que, par exemple, dans la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, le Hezbollah devient par la suite l'acteur principal de la scène politique libanaise. Et même les pays occidentaux
commence à négocier avec le Hezbollah pour trouver, par exemple, une coalition gouvernementale au Liban. C'est le même jeu qui est maintenant fait par le Hamas, bien évidemment avec le financement, la formation politique, le conseil donné par l'Iran. Et bien évidemment, l'objectif, ça sera de prendre le leadership et le monopole de la cause palestinienne et parler soit avec l'Orient ou même avec l'Occident sur cette affaire. Donc, il faut pas rentrer dans le jeu de calcul sur les victimes parce que de toute façon, le Hamas joue énormément sur l'image victimaire et c'est bien évidemment son fond de commerce. Mais l'enjeu, c'est effectivement un enjeu politique à travers d'ailleurs la question des otages qui va être bien évidemment le grand processus de négociation pour le Hamas par la suite. Oui, c'est ce que vous nous disiez dès le début de cette émission. Yigal Palmor, comment ça a été pris, l'annonce de ce siège complet sur la bande de Gaza en Israël par la population israélienne ? Ça a été compris comme un des moyens de mener une guerre jusqu'au bout contre le Hamas. Évidemment, il n'était pas question de fournir à l'ennemi, le Hamas, des infrastructures comme l'électricité. Le Hamas a détourné toutes les ressources de la bande de Gaza pour fabriquer des armes, des tunnels, des moyens de guerre. C'est évident. Malgré ça, Israël a fourni à Gaza, à la bande de Gaza, parce qu'il y a une population civile, l'électricité, l'eau, l'entrée par les points de passage des besoins humanitaires, évidemment, des médicaments, de nourriture, de tout. C'est tout à fait évident. On le savait très bien parce que de temps en temps, on mettait la main, on savait qu'il y avait une contrebande. Le Hamas avait profité de ces points de passage ouverts pour faire entrer en cachette des explosifs et des matériaux à usage militaire. Et on avait essayé toujours d'empêcher ça, de les filtrer. Mais bon, on ne pouvait pas tout arrêter. Mais là, on est dans un état de guerre. On est vraiment dans un état de guerre. On nous a lancé, on nous a fait la guerre. On a commis une barbarie sans nom sur notre territoire. La guerre a commencé et dans un état de guerre, dans une situation de guerre, il n'est pas question de fournir à l'ennemi les moyens de nous combattre. Et c'est comme cela que ça a été compris par une très grande majorité de la population. Yigal Palmor, pardon de vous poser la question de cette manière, ça sera peut-être un peu cru de ma part, mais est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il y a deux victimes dans cette guerre, la population israélienne et la population palestinienne qui se trouve dans la bande de Gaza et qui n'est pas forcément derrière le Hamas ? Vous savez, je ne suis pas un observateur neutre, je ne suis pas un officier de l'ONU. Ce sont mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes amis, ma famille qui ont souffert un massacre, un véritable massacre, une véritable boucherie dans le sud d'Israël, qui ont souffert des outrages et des sacrations des corps et des actes barbares horribles d'une sauvagerie sans nom. Donc aujourd'hui, ne me demandez pas, parce que c'est humainement impossible, de penser à l'autre côté de la frontière. Un autre jour peut-être, sans doute, mais pas aujourd'hui, alors que mon peuple, mes amis, mes frères saignent. Nous saignons, nous essayons de nous lever la tête haute et de sortir par le haut de cette terrible crise. Je répète, ce n'est pas un attentat comme un autre qu'on a subi. C'est vraiment une agression à la Daesh, c'est le Bataclan au centuple. Et à ce moment-là, évidemment, il n'est pas question de regarder de l'autre côté de la frontière et d'essayer de sympathiser et d'éprouver une compassion pour l'ennemi. Lorsqu'il y a une guerre, eh bien, il y a un ennemi de l'autre côté. Et malheureusement, c'est la logique de la guerre et ce n'est pas une partie prenante de la guerre qui vient d'être attaquée et brisée dans ce qui est là du plus sensible. On peut demander aujourd'hui une compassion envers ce qui est, après tout, l'ennemi. Et on entend totalement votre opinion et ces sentiments que vous exprimez, Yigal Palmor. Vous restez avec nous. On accueille à présent Renaud Girard, qui vient de nous rejoindre. Soyez le bienvenu. Grand reporter et spécialiste des questions internationales au Figaro. Vous étiez, vous, à Gaza en 2014, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que représente, d'après vous, la bande de Gaza pour le Hamas, sa population, mais aussi le territoire ? On en parlait à l'instant avec nos autres invités. D'abord, le Gaza, il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est très petit, ça fait peut-être 1/10 d'un département français, puisque ça fait
365 km². La France, c'est 550 000 km². Donc, c'est très petit. Il y a 2 millions de personnes qui s'entassent sur ce tout petit espace. Et jusqu'aux années 2000, il y avait un débat entre le Fatah, l'OLP de Yasser Arafat, qui avait reconnu en 1988 le droit à l'existence d'Israël, et un parti qui montait à l'époque, qui avait d'ailleurs été, à ses débuts, de manière assez malheureuse, aidé par les services secrets israéliens, parce qu'ils ne s'occupaient pas des affaires palestiniennes, ils s'occupaient d'aider et d'encourager les moudjahidines afghans qui résistaient dans les années 80 à l'envahisseur russe, qui était le Hamas. Et ce Hamas a grandi, et en fait a confisqué le pouvoir au début des années 2000 et n'est pas prêt de le rendre, n'est pas prêt d'avoir une sorte de démocratie, de débat, si vous voulez, pour que des élections libres, pour que le Fatah puisse y revenir. Donc, je dirais que, d'une certaine manière, la population de Gaza a deux malheurs. Le premier malheur, c'est d'être enfermé, puisqu'on ne peut pas sortir de Gaza, si vous voulez, même par la mer. Hein. Les pêcheurs ne peuvent pas aller à plus de 500 mètres des côtes, parce que la marine israélienne qui garde. Les Palestiniens qui habitent Gaza ne peuvent pas rendre visite à des cousins qui habiteraient la Cisjordanie. C'est impossible, si vous voulez, parce qu'il faut traverser l'État d'Israël. Donc, ils sont complètement enfermés. Ça, c'est le premier malheur. Et le deuxième malheur, c'est de subir le gouvernement très dur des frères musulmans, parce que les Hamas, c'est des frères musulmans. Et je me souviens d'ailleurs de jeunes femmes qui avaient subi la double peine, en quelque sorte. Leur appartement avait été détruit par l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne prend des dispositifs de précaution extrêmement larges, extrêmement durs. C'est par exemple, de mon temps, ils avaient détruit peut-être 300 habitations qui étaient le long de la frontière avec Israël par simplement précaution. Les gens ne savaient plus où aller habiter. Alors, ces jeunes femmes avaient perdu leur appartement, et là, elles fumaient une chicha sur la terrasse d'un hôtel à Gaza. Vous savez, Gaza, ça peut être agréable, puisque c'est en face de la mer. Et elles se sont fait reprendre par des policiers du Hamas. Donc, non seulement elles avaient perdu leur appartement, mais on les empêchait de vivre comme elles l'auraient souhaité. Et donc, c'est un drame pour la population de Gaza, qui est en fait prise en otage par ce cycle de la violence. Alors, on va s'interroger sur ce que peut devenir Gaza dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment le centre de toutes les attentions. Le Hamas s'en sert, et vous l'avez compris. D'ailleurs, certains otages israéliens pourraient s'y trouver, amenés là par le Hamas, parce qu'il y a aussi la population palestinienne, on vient de le dire, et puis parce qu'il y a la rumeur, l'idée, en tout cas, d'un plan d'attaque, peut-être d'une invasion terrestre israélienne imminente à Gaza. D'abord, sur ce point, Yigal Palmor, qu'est-ce qu'on en dit en Israël ? Est-ce que cela est confirmé ? Est-ce qu'on en parle dans les médias, par exemple ? Oui, évidemment, les médias rapportent toutes les informations possibles, parce que la population veut savoir, l'opinion veut connaître ce qui se passe. Mais non, il n'y a aucune confirmation en ce moment de quoi que ce soit. Il y a toujours un brouillard épais qui pèse sur la véritable situation des otages, et même sur la situation des personnes disparues. Le chiffre des morts officiel, le décompte officiel s'est élevé, vous l'avez dit, à 800, mais on sait que ce n'est pas le chiffre définitif. Tous les corps n'ont pas été identifiés. Il y a donc beaucoup d'incertitudes encore autour de toutes ces questions des pertes en vie humaine et de ce qui va se passer avec les otages à partir de maintenant.
Alors, ce dont on va parler, qui va suivre, va aussi vous faire réagir, notamment vous, Younes, sur ce qui est en train de se préparer du côté d'Israël. Marie, il y a des centaines de milliers de réservistes qui ont été rappelés en renfort par l'État hébreu. Oui, et c'est du jamais vu pour l'État hébreu. Depuis le début de l'attaque, l'armée israélienne a rappelé 300 000 réservistes pour riposter à la guerre menée donc sur son territoire, un chiffre qui a été confirmé par le porte-parole de l'armée israélienne. Il s'agit de la plus grande mobilisation jamais réalisée par le pays. Alors, parmi les premiers à répondre à l'appel, un grand nombre de réservistes franco-israéliens ont commencé à quitter la France pour rejoindre les forces armées israéliennes, car ils veulent avant tout combattre pour leur pays. Alors, des milliers de réservistes ont déjà gagné le sud d'Israël pour rejoindre les unités blindées qui prendront part à l'attaque terrestre annoncée pour détruire le Hamas. L'armée qui reste un symbole essentiel en Israël. Oui, l'armée israélienne, plus connue donc sous le nom de Tsahal, représente l'indispensable protection de l'État d'Israël auquel chaque citoyen doit un jour ou l'autre participer. Alors pour les Israéliens, elle reste l'institution à laquelle ils ont le plus confiance et les réservistes sont une fierté du pays. Alors en Israël, le service militaire est obligatoire, il doit être effectué dès l'âge de 18 ans. Il dure 2 ans et demi pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Ils apprennent à manier les armes, ils s'entraînent durement pour être prêts à se battre en cas de conflit. L'armée est considérée par certains en Israël comme un moment essentiel pour l'intégration à la nation. Merci beaucoup Marie pour ces précisions. Younes Belfella, cette mobilisation des réservistes, ça en dit long aussi sur ce qu'est en train de préparer Israël, sur la force de la contre-attaque, si je peux l'appeler comme ça, et on le relie aussi au discours qu'on entendait tout à l'heure de Benjamin Netanyahou. On sait parfaitement les différences entre Israël. L'armée a à peu près 180 000 soldats avec 450 000 réservistes. Une armée qui était considérée comme étant une armée invincible, qui était une armée très développée au niveau technologique, mais face au Hamas qui représente un mouvement, comme j'ai dit, le mode opératoire, c'est un mode opératoire terroriste, avec seulement 20 000 normalement combattants selon les chiffres américains, des armes de roquettes et des drones, mais elle maîtrise parfaitement d'abord la géographie de la région et également il y a aussi des différences en termes tactiques. Mais on n'est pas sur une guerre, comme j'ai dit tout à l'heure, conventionnelle, classique. On est quand même sur une guerre qui est très compliquée. Je peux comprendre que l'invasion terrestre, ça sera toujours une option pour l'armée israélienne parce qu'effectivement, c'est la seule option qui peut redorer le blason à l'image de cette armée. Mais l'objectif de Hamas, elle est déjà atteint. Elle va jouer avec cette invasion militaire pour encore développer cette image victimaire et gagner encore de l'enthousiasme chez l'opinion publique palestinienne et l'opinion publique arabe. Mais ce qui manque actuellement, et c'est ça la remarque, c'est que quand même on est dans la 3e journée, aucune initiative politique, aucune mobilisation de la part de l'ONU face quand même à un problème qui est le problème palestino-israélien. C'est un problème classique des ONU et de la communauté internationale. Donc l'enjeu, ça sera certainement la question du temps. C'est-à-dire, est-ce que cette guerre va durer, avec quel volume, quelles sont les répercussions sur les autres pays de la région? Il faut rappeler quand même qu'Israël n'a pas cessé de frapper des intérêts iraniens en Syrie. Pareil dans la tension dans la frontière libano-israélienne. Donc le risque maintenant, certainement pour les pays de la région, c'est le risque de diffusion de cette guerre. Mais en contrepartie, il n'y a aucun effort politique de la part de la communauté internationale pour parler d'un cessez-le-feu, pour parler d'une négociation des otages et par la suite peut-être l'ouverture d'une nouvelle page dans ces accords entre les Palestiniens et les Israéliens, parce que franchement, les accords d'Oslo sont actuellement dépassés complètement et on est face à une nouvelle configuration de cette région. Renaud Girard, je vous vois hocher la tête à ce qui vient d'être dit. Oui, ce qui est très dommage, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'initiative diplomatique, puisque tout a commencé, si vous voulez, par une cohabitation qui n'était plus possible, en fait, entre les Juifs et les Arabes sur ce qui s'appelait la Palestine mandataire, parce qu'un mandat avait été donné à la Grande-Bretagne pour administrer cette ancienne province de l'Empire ottoman. Et donc, l'ONU avait décidé un plan de partage, mais que les États arabes n'ont pas accepté, et donc ils ont attaqué Israël dès sa naissance, en 1948. Tout le monde pensait évidemment
qu'ils allaient gagner la guerre, parce que c'était des armées constituées, l'armée libanaise, l'armée égyptienne, l'armée syrienne, l'armée irakienne, etc. Eh bien non, ils ont perdu la guerre. Israël s'est étendu, a pris à peu près 78% de cette Palestine mandataire, et laissant la Cisjordanie. Alors en 1988, il y a eu un grand progrès qui a été fait, c'est la reconnaissance par Yasser Arafat, qui représentait la résistance palestinienne, du droit d'Israël à exister. Ça, c'était un pas très important. Et ensuite, vous avez eu les accords secrètement négociés à Oslo, mais qui ont été signés sur la pelouse de la Maison-Blanche. Et c'était en septembre, le 13 septembre 1993. Et vous n'allez pas me croire, j'étais à l'époque, je séjournais pour Le Figaro, pour mon journal, à Gaza. Et évidemment, tout le monde était devant sa télé, parce que la cérémonie était publique. Quand Rabin et le Premier ministre israélien et Yasser Arafat se sont serrés la main, j'ai entendu une immense clameur. C'était le soir avec le décalage horaire, toute la ville de Gaza est sortie dans la rue en liesse, et j'ai vu de mes yeux, parce qu'à l'époque, les soldats israéliens s'étaient occupés, donc ils gardaient tous les bâtiments publics. J'ai vu de mes yeux les adolescents palestiniens se jeter sur les soldats israéliens pour les embrasser. Et là, j'ai cru, je me suis trompé, qu'on allait pouvoir aller vers la paix. Aujourd'hui, mais là, on en est loin. Aujourd'hui, on n'en a jamais été aussi loin, parce qu'on a d'un côté une organisation qui tient d'une main de fer, sans élection, puisqu'elle a fait une sorte de coup d'État, c'est le Hamas qui tient Gaza, et de l'autre côté, un gouvernement israélien qui ne veut pas, qui n'a jamais voulu entendre parler en fait d'un État palestinien. Monsieur Netanyahou, qui est le Premier ministre actuel d'Israël, lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo de 1993, dont je viens de parler, il était fermement opposé à ces accords. Et donc là, effectivement, vous avez... Mais moi, je regrette personnellement que, pour suivre les Américains, le président Chirac ait décrété le Hamas, organisation terroriste, donc on ne lui parle pas. Ça ne sert à rien. Après, ça dépasse Jacques Chirac. Aujourd'hui, je crois que c'est l'Union européenne. Oui, voilà. Et moi, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que la paix, ça se fait toujours avec des ennemis. J'ai, dans mes écrits, toujours combattu les frères musulmans, et donc je ne suis pas suspect d'amitié pour le Hamas. Mais nous avons un centre culturel à Gaza. Si on avait un diplomate qui discutait avec les dirigeants du Hamas, alors beaucoup sont partis se réfugier à l'étranger, mais ça pourrait être très utile. Il y a une guerre, il faut bien, à un moment donné, commencer à parler, surtout, comme vous l'avez dit, qu'il y a maintenant des otages. Et on sait que les Israéliens ne sacrifient pas leurs otages. Voilà, c'est très important, la vie en Israël des citoyens israéliens, pas seulement des soldats, en plus des civils. Et donc, si on avait aujourd'hui un diplomate qui était au centre culturel de Gaza, pour justement faire l'intermédiaire entre les diplomates de l'Union, entre les deux côtés, eh bien, la situation serait quand même meilleure. Alors, on va faire un point, si vous le voulez bien, parce que le temps file et ça passe très, très vite, avec Serge Berberi, qui est notre correspondant pour France 24 dans le sud Liban, parce qu'on voit bien ici que des choses se passent aussi. Serge, comment a évolué tout au long de ces dernières heures la situation dans la région où vous vous trouvez ? Eh bien, c'est un retour au calme précaire à la frontière libano-israélienne qui a enregistré en début de soirée une poussée de tension avec des échanges de tirs des deux côtés de la ligne bleue. Le Hezbollah a dit avoir visé 2 casernes israéliennes, et ce après la mort de 3 combattants dans des bombardements de Tsahal. L'information a été confirmée par le Hezbollah après la diffusion de chiffres contradictoires sur le nombre de victimes.
Cela marque toutefois un tournant dans l'escalade des violences. Un autre grave incident s'est produit en milieu de journée, une opération d'infiltration en territoire israélien revendiquée par les brigades Al-Quds du djihad islamique. 2 combattants palestiniens ont été abattus par Tsahal. Et bien, selon ce groupuscule, au moins 7 soldats israéliens auraient été blessés lors de cette opération. Dans une interview accordée un peu plus tôt en soirée à une chaîne locale, un cadre du djihad islamique a assuré que le groupuscule n'avait pas l'intention d'entraîner le Liban dans une guerre avec l'État hébreu, et bien que selon lui, Israël représenterait un danger pour le Liban. Ce lundi, les premiers bombardements ont été signalés vers 15h heure locale. Les casques bleus de la FINUL et l'armée libanaise multiplient les patrouilles le long de la ligne bleue et ont appelé la population à éviter de se rendre dans les zones frontalières. Ce regain de violence a contraint plusieurs commerces des régions frontalières à fermer leurs portes. Les écoles aussi seront fermées demain. Des embouteillages monstres continuent de paralyser ce soir plusieurs villes côtières, notamment la ville de Tyr, après la fuite des habitants des régions bombardées par Tsahal. Merci beaucoup Serge pour toutes ces précisions. Younes Belfella, est-ce que demain, d'après vous, après-demain, le Hezbollah pourrait officiellement entrer dans cette guerre ? C'est un risque envisageable, il faut le prendre en considération, mais ça sera catastrophique pas seulement sur le conflit arabe ou le conflit palestino-israélien, mais ça sera catastrophique sur toute la région. Et ça va être une déclaration claire et nette d'une guerre entre l'Iran et Israël. Ce qui est aussi intéressant, c'est que j'aimerais bien souligner 2 points essentiels pour comprendre la nouvelle génération, on va dire, de problématiques politiques dans cette région. D'abord, il y a l'islamisation, avec ces organisations qui ont un caractère de transversalité et des caractères transfrontaliers, et l'influence de l'Iran. Et deuxièmement, c'est la surenchère et la récupération politique. Le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, tous ces pays sont en train de jouer, même d'autres pays qui ont construit la légitimité d'un régime politique grâce à la cause palestinienne. D'ailleurs, j'ai une remarque par rapport à ce qui a été dit par M. Renaud Gérard concernant la politique française. Effectivement, aujourd'hui, le conflit arabo-israélien devient aussi un sujet de surenchère politique dans la scène politique française, entre la droite et la gauche. Donc, c'est une dimension qui devient très dangereuse pour la mobilisation, parfois même sur le fait de jouer sur des émotions. Et donc là, ça montre un petit peu aussi le manque d'un effort diplomatique à jouer par les États. Qu'est-ce que vous dites après cela, Renaud Girard ? Est-ce que vous partagez cette analyse rapidement ? Oui, alors ce qui est important, c'est que quand même le ministre, je crois, iranien des Affaires étrangères, je crois que c'est lui, a dit quand même très clairement que l'Iran ne se mêlait pas de la politique des autres pays, il parlait de la Palestine comme pays, du gouvernement palestinien, c'est-à-dire le Hamas en l'occurrence, et que donc il n'avait strictement pas la moindre responsabilité dans le début de ce plan d'attaque. Je pense d'ailleurs que c'est vrai, parce que personne, le Mossad n'était absolument pas au courant, c'était gardé très secret, il y a simplement les dirigeants palestiniens qui sont partis avec leur famille avant, mais le Mossad était incapable de voir ce mouvement. Et donc, je ne pense pas que l'Iran ait été à la manœuvre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de contrôle de l'Iran chiite par rapport au Hamas, qui est un mouvement sunnite, que par rapport au Hezbollah, qui est aussi, comme l'Iran, un mouvement chiite. Je ne pense pas aujourd'hui que le Hezbollah, qui veut faire de la politique au Liban, cherche la surenchère. Et je ne pense pas non plus que l'Iran veut entrer dans la guerre. Je pense que ça serait une très grave erreur de la part d'Israël de bombarder, par exemple, Téhéran, parce que ça ferait un... Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là, et surtout, je ne pense pas non plus que l'Iran, qui a fait des petits pas récemment pour se rapprocher des États-Unis, je ne pense pas que l'Iran va donner consigne au Hezbollah de frapper aujourd'hui Israël. Igal Palmore, le mot de la fin pour une réaction sur les chefs de la diplomatie arabe qui vont se réunir mercredi au Caire. J'imagine que ce sera évidemment suivi en Israël. Est-ce que vous en attendez, vous, quelque chose de particulier ? Eh bien, franchement, non. Par l'expérience du passé, on sait qu'on n'a pas grand-chose à attendre, mais peut-être qu'on sera surpris si ils prennent leurs responsabilités et ils décident de se mêler, d'intervenir
pour mettre fin au règne d'un mouvement terroriste sur la destinée des Palestiniens. Ils ont la capacité de peser de tout leur poids. C'est dans leur intérêt, parce que le Hamas représente quand même des intérêts iraniens. Et auront-ils le courage et la volonté politique de le faire et de s'impliquer? Nous le verrons bien. Merci beaucoup Yigal Palmor d'avoir été avec nous. Merci Younes Belfella et Renaud Girard d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et puis merci Marie aussi pour votre participation à cette émission. Merci à vous. Restez sur France Info. On continue à parler de la situation dans la région, à parler d'Israël et de la bande de Gaza dans le 23h Info avec Alexandra Usan. C'est tout de suite.